Salut mon cœur, comment ça va? Ça va bien, toi, mon beau GF? Ça va bien. J'étais un peu juste ce soir, mais ça va, ça va. J'ai fait l'acquisition d'un nouveau chat. Fait que c'est ça. On va aller s'occuper du chat. Je l'ai rentré dans la maison, je l'ai dompé à terre, puis j'ai même pas salué encore. Fait que je vais aller voir ça tantôt. Comment tu vas l'appeler? Aucune idée, j'ai aucune idée. Je suis Ah, mauvais OK. pour ça. Je vais demander à mes filles, sûrement. OK. Ouais. Hey, Corb, gros show aujourd'hui. Pour vrai, Oui, monsieur. moi, ça m'excite, là, ça, parce que c'est. On reçoit, on a reçu du monde de différents milieux. Là, on a reçu Catherine Reich la dernière fois dans le football. Là, on reçoit un agent de joueur aujourd'hui du nom de Sacha Gavami. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le nom de Sacha, là, je veux juste vous dire, c'est l'agent de notre Québécois chouchou, là, présentement, l'homme que tous les hommes rêveraient d'être, je pense, au Québec, c'est Laurent Duvernay-Tardif. Lui ici. Donc, l'agent de Laurent, il va nous parler du contrat de Laurent, comment ça a été négocié, un peu le jeu des coulisses des agents, puis d'où sa passion est venue, comment il est rentré dans le métier. Il est encore tout jeune, Sacha, donc on est bien content de l'avoir. Oui, puis tu sais, la raison pourquoi on fait ça aussi, c'est qu'on est un peu du genre à aimer faire ça à notre façon aussi. Tu sais, on va essayer d'aller dans les sentiers non défrichés. Pas juste poser des questions que tout le monde pose, on va essayer d'aller ailleurs. Donc, mettons, on dit sortir des sentiers battus? Ouais, j'allais dire ça, mais j'étais comme pas sûr de l'expression, fait que j'ai dit non défriché. C'est pour ça que je suis là. Ouais, je le sais, mais tu sais, on se complète, c'est ça l'affaire. Corb, avant d'aller à Sacha, en fait, là, on a encore deux partenaires pour le show, puis c'est les deux qui sont là depuis le début. T'as du bon monde, en fait, là, comme nous autres. Ah ouais, fait que je te laisse commencer avec le. Ben, écoute, qu'est-ce que tu allais dire? Ben, j'allais dire, on se répète à chaque semaine, mais c'est parce que c'est vrai que c'est du très bon monde. Ouais. Les gars de Norton Baller, là, juste pour vous situer, c'est deux gars que, dans le fond, GF en a vu un des deux. Moi, je ne les ai même pas rencontrés physiquement. On a un groupe sur Facebook, on s'écrit pratiquement tous les jours. C'est comme des chums virtuels qu'on attend juste qu'on ait le droit de prendre une bière pour aller en prendre une. Donc, Michael et Olivier, Norton Baller, des vêtements très confortables, qualité-prix, vraiment sharp. Coton ouetté, ça coche pour vrai. Là. J'arrive du chalet, là, j'ai porté rien que ça. Je pense que j'ai mis les 2 chandails tout le long, puis le reste, j'étais dans le spa. Fait que, bon. Ouais, vas-y avec, j'allais juste dire que je salue Mick là, qui est dans une passe difficile là, présentement. Fait que nos pensées. Yes, exactement. Le deuxième qui est là à chaque semaine aussi, construction Solimax. Je ne sais pas si tu as vu, Corb, mais dans le premier podcast, j'ai dit construction Salimax. Je l'ai écouté. J'étais pas fier de moi, mais je ne pouvais pas le changer. À 2 reprises. Ouais. Donc, tu sais, c'est solution Solimax. J'ai parlé construction, pas solution. Là, je vais le dire. Okay? Ça va être plus simple. Donc, le propriétaire de l'entreprise de construction s'appelle Jonathan Grenier. La compagnie de la construction s'appelle Construction Solimax. Et c'est un entrepreneur général, contracteur général qui œuvre sur la rive nord de Montréal depuis plusieurs années. Exactement. Jonathan Grenier. Juste pas son numéro de téléphone. Ben, c'est ça, j'allais dire. Joe Grenier, 514-290-2326. Corb, une chance, t'es là. Puis j'ai parlé à Joe hier, puis j'y ai dit que j'avais dit Salimax. Il m'a dit qu'il n'avait même pas remarqué. Fait que là, peut-être qu'il ne marquera pas que j'ai dit solution. Mais je t'ai repris. Fait que, on va s'en rendre compte. C'est malade. Corb. On passe-tu. Ben oui, mais avant, là, si le monde veut nous regarder, Corb, ils vont où, là? Ah, c'est rendu moi qui fais ça. Le monde veut nous regarder sur nous voir. Là, si vous voulez nous voir physiquement, c'est YouTube. Des petits teasers sur Facebook. Mais si vous voulez voir l'intégrale, c'est sur YouTube. Cette année, saison 2, ce qu'on a fait, c'est segmenter le podcast, que ce soit un petit peu plus simple au moment de l'écoute. Donc, nos chroniques d'un côté, les invités d'un autre. Donc, c'est beaucoup plus facile pour vous de le suivre. Si vous avez plus d'intérêt pour un ou pour l'autre, vous fallait voir celui que vous voulez. Audio, Spotify, Google, Apple Music, Apple Podcast, Google Podcast, name it. Toutes les plateformes. N'importe quelle plateforme podcast à peu près, là, vous allez nous voir. Exact. On a aussi une nouvelle association, saison 2, avec la TVC d'Argenteuil, donc pour tout le monde là, qui réside la chute aux environs. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, à des heures qui varient. On est à l'antenne. Exactement. Tu fais bien ça, Corb. C'est pour ça que je te laisse faire ça. Merci. Imagine si je me pratiquais. Imagine. Puis, tu sais, avant d'aller à Sacha, là, une autre affaire, évidemment, là, je sais que tu vas me dire « Ouais, mais j'en ai pas, moi, de ça. »
Je veux juste saluer nos chums de Brasserie Sir John. Là. J'ai bu une petite autoroute de la mort encore une fois. Là. J'ai plus de bière, il faut que j'aille les visiter. Ouais. 455 rue principale à la Chute. Sir John, de la bonne bière. Yes, sir. Corb, je sais que t'es tanné, là, je te vois, là, mais on passe-tu à Sacha? Yes, OK, on s'en va à Sacha. Sacha Gavemi, comment ça va? Salut, ça va bien, vous autres? Très bien, très merci. Bien. Merci d'être là, Sacha. Ouais. Non, merci à vous autres, mais bien content que vous m'aviez invité, puis ça me fait plaisir de jaser de sport et autres avec vous. Es-tu un gars occupé malgré la COVID? Ouais, ben, tu sais, on touche du bois, je suis chanceux, je fais plusieurs différentes choses, fait que ça me permet tu sais, le football professionnel, ça a été plus au ralenti cette année, surtout la Ligue canadienne qui a été annulée, mais j'ai mon entreprise que je fais du placement d'étudiants athlètes au niveau des universités américaines et canadiennes, donc ça prend quand même beaucoup c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est une entreprise qui roule bien, donc ça, puis j'ai ma pratique juridique aussi, là, donc absolument. Fait que tu sais, dans les circonstances, là, je suis relativement chanceux. Puis Laurent, ben, il me garde occupé. Puis les autres joueurs de foot aussi, malgré le contexte. Donc, c'est quelque chose qui est définitivement... tu sais, on s'adapte, ultimement. Cool. Good. Mettons, ton client numéro 1 est très connu, là, on ne se le cachera pas, Laurent. Pour ceux qui ne le savent pas, Laurent Duvernay-Tardif, tu es son agent. Mais aujourd'hui, on veut parler de toi. Tu es notre invité, puis on veut savoir... C'est quoi le parcours que tu as eu? Je trouve qu'au hockey, souvent, les Québécois, on aime ça, le monde des agents. Là, on est fasciné par le monde du hockey, mais c'est-tu différent dans le monde du football? Fait on a plein de questions pour toi au niveau de ton métier puis du parcours que tu as eu. Fait que, écoute, on a un petit 45 minutes à faire ensemble. Je suis bien content. Le backstage du football nous intéresse. Oui, parfait. Je pense que tu es l'homme de la situation pour nous répondre. Ouais. Je vais faire mon possible, ça c'est sûr. Question, la première question, de quoi je pense pas mal tu t'en vas là aussi, là, excuse-moi, mais parle-moi justement, juste un gros résumé de ton parcours. Tu sais, quand tu es TQ, pourquoi tu rêves à devenir, tu rêves-tu à devenir un agent, tu rêves-tu être dans le milieu sportif? Fais juste un peu nous parler de ton parcours rapidement. Oui, écoute, je te dirais que mon grand intérêt pour ce métier-là a commencé assez jeune. Tu sais, j'essaie de me replacer, je pense que c'était vers l'âge de 10-11 ans que j'ai découvert le métier d'agent à force d'écouter Sport 30 et Sport Center en rafale les matins des vacances d'été tout le temps, puis les fins de semaine tout le temps. Tu apprends beaucoup sur le sport, puis je suivais beaucoup les 4 ligues professionnelles, que ce soit la NHL, la NFL, la MLB, NBA. Puis, je pense que de fil en aiguille, j'ai appris un peu c'est quoi un agent. Tu sais, j'apprenais un peu quand j'entendais parler de transactions, de signature de contrat, j'entendais souvent le mot agent. Puis, j'étais comme, c'est quoi ça? Puis, moi, je suis joueur de tennis quand j'étais plus jeune. J'ai compétitionné à un niveau provincial, un peu national. Puis, j'ai toujours aimé jouer au tennis. J'ai toujours aimé le sport, jouer au soccer aussi. Puis, mais je savais que je n'allais pas faire une carrière comme athlète professionnel. Puis, je vous dirais que l'intérêt pour, un peu comme on dit, le backstage, le behind the scenes, ça m'a toujours intéressé parce que ça combinait un peu le côté business et le sport ensemble. Puis c'est comme ça que mon intérêt a commencé. Je vous avouerais que au secondaire, tu rêves à ça un peu. Je me souviens que c'était comme un peu, à chaque fois qu'on avait des journées carrière ou des choses comme qu'est-ce que tu veux faire plus tard, c'était toujours ça ma réponse. Mais rendu au cégep, tu commences à penser à ton avenir, puis tu réalises à quel point c'est difficile de percer dans ce métier-là. Puis je commence à me dire, qu'est-ce que j'aime faire autre que ça? Puis le métier d'avocat était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Donc, puis je savais que ça pouvait aider pour être agent, mais je ne l'ai pas fait en vue de devenir agent. Je me suis dit, de devenir avocat, je pourrais faire toute ma vie à faire le droit. Puis si un jour j'ai une opportunité de travailler dans une agence, tant mieux. Puis je commencerai comme ça. Mais les chances que ça fonctionne sont extrêmement minces. Fait que je m'étais un peu résigné à suivre un peu le parcours. Puis, en fait, au cégep, c'est là que j'ai rencontré Laurent. Puis, on est devenus très bons amis. Peu de gens le savent, mais Laurent, au cégep, il n'était pas un joueur de football extraordinaire. Il était correct. Et je veux dire, il était... à la limite, on se disait, il va peut-être faire une carrière universitaire. S'il est chanceux, peut-être une carrière CFL au mieux, là, on se disait. Mais même CFL, c'est très difficile de percer. Fait que c'était même pas envisagé pro pour lui. Puis c'est juste rendu à l'université, à ma dernière session, que quand j'ai vu quand il était rendu avec son foot, puis que l'intérêt NFL qu'il avait, puis que c'est lui qui m'a approché pour que je le représente,
Puis ça, on pourra y revenir. Là. Sûrement que ça va être sujet de discussion, mais c'est là que j'ai pu commencer dans le métier avec lui. Et mais ça, c'était en 2013. Il a été repêché en 2014. Puis après ça, j'ai dit, tu sais quoi, je vais me lancer un peu plus là-dedans. Puis je me suis lancé dans le foot avec beaucoup de joueurs de la Ligue canadienne. Puis je suis chanceux de travailler avec d'autres joueurs qui jouent dans la NFL. Puis de pouvoir, mine de rien, ça fait 7 ans que je suis là-dedans. Puis ça passe vite. Puis c'est le fun. Fait que ça permet d'avancer. Tu nous amènes sur Laurent, son parcours, mais les autres joueurs de la NFL avec qui, en fait, de qui tu es l'agent, y en a-tu qui sont connus? J'imagine que est-ce que c'est des Québécois, tes clients? La majorité, je te dirais qu'il y a Anthony Auclair, qui vient de l'Université Laval, un gars de la Beauce, qui, tu sais, lui, a un parcours tout aussi impressionnant. Là. On parle d'un gars qui a joué son scolaire au secondaire civil en Beauce, puis après ça, il va cégep à Lennoxville, puis il va universitaire à Laval, et réussit à aller chercher un contrat avec plusieurs offres de contrat avec Tampa, puis mine de rien, dans sa 4e année, il joue à l'attaque avec les Bucks. On en parle moins, mais son parcours est tout aussi, sinon plus impressionnant que celui de Laurent en termes de où ce qui s'est rendu puis jusqu'où. Mm-hmm. Après ça, j'ai Ryan Hunter, qui en fait, c'est un franco-ontarien, mais sa mère vient de Témiscamingue. C'est un Québécois d'origine. Puis lui, il était avec les Chiefs. Là, il est rendu avec les Chargers. Puis j'ai Sam McGuavin, qui lui, c'est un Américain, mais qui a joué dans le CFL avec les Rough Riders. Puis c'est là que je l'ai connu. Puis j'ai représenté à ses débuts avec les Rough Riders, puis il a connu vraiment une belle carrière à CFL, puis il a réussi à faire le saut après dans la NFL, puis il est dans sa 2e année avec les Dolphins. Donc, puis après ça, il y en a eu d'autres. Il y a eu Eli Buka qui vient de Laval, qui était avec les Cardinals puis les Eagles. Il y a Mathieu Betts qui était signé avec les Bears. Marc-Antoine Decoy qui était signé avec les Packers. Fait que ça fait des belles opportunités pour des joueurs, principalement du Québec, avec l'exception de Ryan et Sam, si on veut. Mais ultimement, ça fait des belles feuilles de route là, pour eux. Pour toi aussi. Là, moi, la fois, je regardais, je pensais justement à toi. Je me souviens pas si c'est dimanche dernier ou la game des Bucks. Je vois Anthony Auclair sur le même line-up que Gronk, que Brady, que tous ces joueurs-là, Mike Evans, Chris Godwin, un line-up d'All-Star puis un petit Québécois. Il est loin d'être petit, mais c'est quand même impressionnant. Je me souviens qu'il avait fait un try-out une journée pour aller montrer ses skills, Anthony. Est-ce que c'est toi qui organise ce type d'événement-là? Oui, en fait, c'est un Pro Day. En fait, c'est ça. Puis, typiquement, aux États-Unis, les Pro Days sont organisés par les universités. Puis, ce qui arrive, c'est que, normalement, exemple, comment ça fonctionne, c'est University of Georgia. Exemple, va avoir son Pro Day, il fixe la date, puis ils disent aux équipes NFL, bon, venez le 11 mars, puis tous nos joueurs éligibles au repêchage vont être présents. Fait qu'ils viennent. Au Québec, on n'a pas des Pro Day à chaque année pour toutes les universités. Les universités qui ont un talent NFL l'en organisent. Fait qu'avec Anthony, je ne veux pas prendre le crédit que je l'ai organisé. C'est-à-dire qu'Anthony est allé au Shrine, il a démontré que les équipes étaient intéressées. Les équipes ont voulu se déplacer à Québec pour le voir. Puis l'Université Laval a fait vraiment un excellent travail de l'organiser. Puis moi, mon travail, c'est d'assurer la liaison entre l'équipe et le joueur. Donc, et avec l'université, donc vraiment de faire un peu le lien entre tout ce beau monde-là. Okay. Donc, c'est effectivement c'est le fun. Moi, les Pro Day, je pense que c'est ça qui va me manquer le plus avec la pandémie. Je pense pas que ça va être possible cette année. Puis, ça va faire bizarre de voir s'il y a une opportunité pour un Pro Day de ne pas en avoir un, mais c'est toujours vraiment le fun à faire. Tu parles justement du Pro Day. Tu as lancé ton agence. J'imagine que c'est un must pour être dans le milieu. Tu peux être avec une agence, mais toi, tu as lancé ton agence ou tu as commencé avec quelqu'un au départ? Ben, moi, c'est-à-dire, quand j'ai commencé avec Laurent, je n'étais même pas certifié NFL, rien. Fait comment j'ai fait, c'est que moi, pour bien le servir, dans mon plan pour lui, je m'étais dit, on va trouver un agent aux États-Unis qui va être notre liaison avec les équipes NFL pour commencer, puis qui va nous aider à démarcher tout ça. Tu sais, j'avais 21 ans quand je commençais avec Laurent. Tu sais, j'étais encore jeune. Je m'y connaissais beaucoup à force de regarder le foot, mais je ne l'avais jamais vécu. Ouais. Mais moi, ma façon que j'ai toujours voulu faire mes affaires, c'était une approche un peu différente. Puis je me suis dit, tu sais quoi, je peux partir ma propre petite agence, propre agence, c'est-à-dire que c'est moi qui travaille, là. C'est moi tout seul dans mon agence, puis de représenter mes clients, puis bien les desservir avec leurs besoins. Et puis, je veux pas, Laurent, c'est un joueur de foot, fait que ça m'a orienté vers les joueurs de foot, puis la représentation que je fais là. Donc, moi, c'était ma façon, mais
honnêtement, les gars, quand j'ai commencé, quand j'y pensais, quand j'étais plus jeune, puis jamais j'aurais cru partir à mon compte là-dedans. La vie a fait en sorte que ça s'est rendu possible, mais les gens me demandent souvent comment tu fais. La majorité des gens qui se partent dans la représentation sportive commencent en agence établie, un peu comme un bureau d'avocat ou de comptable. Tu commences au bas de l'échelle, puis tu montes tranquillement avec les années. Puis le nom de ton agence aussi, parce que je suis tombé là-dessus tantôt, en fait. Là. Je ne sais pas comment tu le prononces, là. VAS, VAS. Management, vision avant et après sport. Pour vrai, le nom, c'est moi, de ce que je connais un peu de toi, et parce que quand vous êtes dans les médias et de Laurent, je trouve que ça parle pour vous, en fait. Là. Parce que j'apprécie. Je le sais que vous êtes très. Laurent, c'est quelqu'un qui est concerné beaucoup par les autres. Toi, tu as l'air d'un agent qui est concerné, oui, par Laurent, mais par les autres, l'avant-après-carrière. Puis je voyais le profil de votre agence. Puis le nom, ça parle pour vous. Là, c'est facile. Là. C'est tellement vous autres. Oui, j'apprécie. Je t'avoue que c'est une compagnie marketing qui avait trouvé ce nom-là pour moi. J'ai mes forces, mais la créativité, c'est pas nécessairement une de mes forces. Mais je trouve que ça représente bien ma vision du sport. Puis je pense que avec les athlètes, c'est important d'abord et avant tout d'être des humains puis d'être des personnes accomplies. Puis souvent, un des graves problèmes dans le sport à ce jour, c'est que les athlètes sont trop identifiés, même eux-mêmes, à leur sport. Et leur identité est intrinsèquement liée à leur sport. Mais ultimement, c'est que le sport professionnel a une date d'expiration, puis beaucoup plus tôt que d'autres métiers. Fait que c'est pour ça que tu as beaucoup d'athlètes qui se retrouvent dans des situations après leur carrière ou qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ils sont en questionnement et tout. Puis moi, j'avais toujours une vision de ça, de pouvoir essayer d'aider avec tout ce qui est après le sport, tout ce qui est comme, OK, il y a tout ce qui est en amont d'être repêché ou de signer. Puis le pendant, je suis là pour te supporter, mais aussi là, après, d'être présent pour assister avec ça aussi. Donc, j'apprécie que tu aimes bien le nom. C'est rare que les gens m'en parlent, mais c'est quelque chose que moi aussi, je trouvais que ça fitait bien. Donc, c'est pas un nom, tu sais, comme MGM Agency ou tu sais, quelque chose du genre. J'ai dit n'importe quoi, là, mais c'est vraiment. Non, mais c'est vrai, je ne sais même pas si ça existe, MGM Agency. Là. Mais je trouve que souvent, on va sortir des noms qui sont plus vendeur, plus vendeur. Plus poster que ça. Exact. Puis, fait que ça m'a frappé. Effectivement. Il y a beaucoup d'adjectifs comme ultimate ou des trucs de même. Puis c'est pas mauvais, ça peut fonctionner. Ça dépend de l'identité des personnes qui sont derrière, puis la façon que tu veux te positionner. Mais j'apprécie le commentaire. C'est que le nom, moi, je pense, offre une certaine maturité ou crédibilité. C'est un jeune Québécois qui voit ça se dit OK, je vais peut-être aller faire un tour dans la NFL 2-3 ans dans ma vie si je suis chanceux sur une équipe de pratique. Eux pensent déjà à mon après-carrière. Juste avec le nom, ça peut être intéressant. Ouais. Tu parlais plutôt de certification pour être agent dans la NFL. Ça a piqué ma curiosité. Là, je me suis noté parce que je voulais t'en reparler. Qu'est-ce que ça prend pour être certifié NFL comme agent? C'est impressionnant, pareil, comme processus. Il faut que tu sois avocat ou que tu aies une maîtrise. Okay. Après ça, quand tu qualifies dans ça, tu peux appliquer. Puis tu payes un frais assez c'est important là, pour juste l'application. Puis après ça, si tu es accepté dans l'application, il faut que tu t'ailles à, là, je ne sais pas avec la pandémie comment ça fonctionne, mais normalement, tu es à Washington, tu as un espèce de colloque de 3 jours intense de cours, puis un examen à la fin. Qu'il faut que tu ailles 75% ou plus pour le passer. Okay. Puis le taux de passage est assez faible. Je dis pas ça pour me lancer des fleurs. Honnêtement, c'est juste un fait. Là. Il parle de, je pense, 40% de taux de passage. Okay. Taux de réussite, j'aurais dit. Taux de réussite. Wow. Puis, fait que là, après ça, quand tu as ça, puis maintenant tu passes l'examen, là, tu payes ton frais annuel, ton assurance, puis là, tu es certifié. Mais ça, c'est la partie facile. Parce que après ça, si tu veux maintenir ta certification, il faut que tu aies négocié au moins un contrat à chaque 3 ans. Okay. Donc, je vais donner un exemple. Mon plus récent contrat que j'ai négocié, je dirais Ryan Hunter avec les Chargers. C'était il y a peut-être 2 mois. Fait que, il y a 2 mois, à partir de cette date-là, si je ne négocie pas un autre contrat dans 3 ans, je perds ma certification. Je comprends. Okay. L'idée, probablement, de ne pas signer tous tes joueurs que tu représentes à long terme.
Ouais, mais non, mais effectivement, mais en même temps, je veux dire, ça, c'est un heureux problème, là, si jamais ça arrive, tu sais. Mais ultimement, ce que l'association des joueurs, le syndicat veulent éviter, c'est que tu as des agents, tu en as beaucoup, mais il y en a pas beaucoup, il y en a trop qui ne sont pas actifs ou qui ne. Fait que c'est un peu une façon de gérer la concurrence, j'imagine. Je sais pas. Mais c'est pas facile parce qu'il y en a beaucoup qui se lancent là-dedans. Puis c'est un marché hyper compétitif. Puis si tu signes pas de client, mais c'est pas juste aller chercher un client, il faut que tu signes un contrat avec une équipe NFL. Fait que même si tu vas chercher un joueur, mettons, qui joue à Northwestern, puis tu le signes, ah, parfait, je l'ai signé. Mais si le joueur, il ne signe pas au repêchage ou s'il ne signe pas, comme ça ne t'amène pas le capital que tu as besoin. Donc, c'est un processus quand même assez lourd et ben, ça peut être très stressant, effectivement. Fait que, faut que tu gères le tout, là. Puis ça, une fois que c'est fait, je t'ai entendu dans une entrevue à Radio-Canada, en fait, que tu disais que c'était très fermé comme cercle, la NFL, très difficile à percer. Est-ce que c'est à cause de ça ou c'est d'autres facteurs qui font que c'est vraiment encore plus compliqué et que ça ajoute? Non, là, c'est beaucoup de choses. Là. Ouais. La NFL, c'est un monde vraiment unique. T'sais, moi, je trouve ça fascinant de voir ça, puis de aussi comprendre où est ma place dans ça. Que des fois, quand j'ai commencé, j'allais au séminaire, mettons, chaque année au Combine, il y a une conférence pour les agents. Puis là, j'allais là-bas. Je vais là chaque année à Indianapolis pour une conférence. Puis là, c'est toute la communauté NFL est sur place. Les GM, les head coach, les agents, les gros agents qu'on voit dans les médias souvent, on les voit. Puis ce que je réalise, c'est que ultimement, beaucoup de la NFL, c'est encore géré par beaucoup d'anciens, d'agents plus vétérans qui sont là depuis 20 ans, 30 ans. Ben, Jerry Maguire, c'est une vraie histoire. Là, Jerry Maguire, la personne de qui s'est inspiré, ce qui est l'agent Mahomes, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous saviez. Non, je ne savais pas que c'était l'agent Mahomes, mais je savais que c'était une histoire tirée de fait vécu. C'est l'agent Mahomes. Mais lui, puis ces gens-là ont un réseau de contacts puis une connaissance du milieu. Pas une connaissance du milieu, c'est-à-dire qu'ils sont connectés avec tout le monde que probablement je n'aurai jamais dans ma carrière. Mais c'est tellement fermé, puis c'est tellement comme difficile que des nouveaux agents entrent et réussissent à rester, qu'il n'y a pas vraiment de raison d'entrer du nouveau monde. Je donne un exemple. J'avais lu une statistique, ça date maintenant de peut-être il y a 5 ans, mais il y a 5 ans, j'avais vu sur ESPN un article, ça disait 50% des agents certifiés de la NFL n'avaient pas un seul client. OK. 25% avaient entre 1 et 4, puis l'autre 25% avait le reste. OK. Donc ceux qui en ont 5 et plus, disons, ils en ont beaucoup. Ouais. C'est ce que les chiffres disent. Puis après ça, ben moi, je me souviendrai tout le temps à ma question quand je me suis lancé là-dedans. Quand Laurent était repêché, tu es sur un high. OK, Laurent est repêché. Mais là, après ça, au mois de juin, tu te dis, OK, mais là, Laurent, c'est la vieille histoire. Là. C'est quoi la prochaine chose? Fait que là, je me suis dit, OK, faut que je pense que j'aimerais ça faire ça un peu plus. Fait que là, j'avais appelé un scout des Colts que je m'étais lié d'amitié dans le processus de repêchage de Laurent. Puis j'ai dit, je peux te poser une question? Il dit oui. J'ai dit, là, si je veux me lancer là-dedans, est-ce que je devrais aller rencontrer des directeurs généraux, serrer des mains, envoyer des courriels, juste me présenter, me faire connaître un peu. Puis sa réponse était très claire. Sa réponse était, Sacha, on s'en fout de toi. Trouve les bons joueurs et on va te parler. Puis c'est vrai. Quand je repense à ça, cette discussion-là qu'on a eue il y a 6 ans, mais c'est rough, mais c'est vrai parce que le rôle d'un agent, c'est d'essayer de promouvoir des bons joueurs aux équipes de la NFL puis de la LCFL, exemple. Si tu n'as pas des bons joueurs à présenter, pourquoi est-ce qu'ils te parleraient? Pourquoi est-ce qu'ils t'intéresseraient à toi? Ouais. Très logique. C'est là que tu apprends, tu sais. Puis je pense que le cercle fermé, c'est que ça revient souvent avec les mêmes écoles. Si tu regardes un draft NFL, regarde le combien d'universités du SEC, regarde combien de joueurs de LSU qui sortent, regarde combien de joueurs d'Alabama qui sortent, regarde combien de joueurs de Georgia qui sortent. Tu sais, à un moment donné, c'est beaucoup des mêmes joueurs, des mêmes universités qui sortent le potentiel. Fait que souvent, c'est les mêmes agents, puis c'est les mêmes mondes, puis c'est les mêmes si. Fait que arriver avec du talent canadien,
c'était comme un peu, pas du jamais vu, mais pas loin, tu sais. Tu te dis, écoute, il y a un joueur qui vaut la peine d'être regardé, puis c'est pas ce joueur-là qui va être la priorité, mais quand il le regarde, comme là aujourd'hui, j'ai un appel d'une équipe qui regardait un joueur de l'Université de Montréal, puis qui dit, hey, il est vraiment bon. Oui, ça fait 6 mois que je le dis, mais c'est correct, on arrive. Mais c'est normal, faut pas perdre patience parce que c'est dans l'ordre des choses que ça s'en vient. T'sais. Je trouve ça intéressant. Ça doit être plus compliqué, justement, pour une négociation avec les autres équipes, vu que tu viens du Québec ou même du Canada. Là, n'importe où au Canada, ça doit être un peu la même chose. Ça doit être vraiment plus compliqué qu'un Américain, justement, que les grosses universités. Mais est-ce que tu peux dire que ça se compare à un petit agent aux États-Unis avec toi, mettons? Un petit agent qui a 2-3 joueurs, mettons, dans le 0 à 4? Là? Ah, mais il faut faire une nuance, quelque chose d'important. Ce que tu dis, c'est pas tant la nationalité ou le pays ou quoi que ce soit, c'est aussi quand tu veux rentrer, les grosses agences américaines vont aller recruter 15-20 gars par année en espoir d'en signer entre 5 et 10, aller chercher entre des first and fourth round picks. Okay. Moi, mon modèle, c'est d'aider les joueurs, les athlètes d'ici. Mon but, c'est qu'ils signent un contrat et qu'ils fassent le club. Okay? Fait que on n'est pas dans le même créneau. Puis moi, je trippe parce que je prends beaucoup de fierté d'aider les joueurs d'ici. Mais quand tu négocies des contrats et tout, les équipes montrent un grand professionnalisme avec moi, même au même titre qu'ils auraient montré avec n'importe quel autre agent. Okay. En fait, les équipes, ils respectent les agents qui sont honnêtes et qui sont capables de travailler de la bonne manière. Puis ça, que j'ai des équipes CFL qui dealent avec des agents américains, des grosses agences américaines, puis qui n'aiment pas travailler avec eux. Puis il y en a des équipes NFL qui dealent avec moi ou d'autres agences plus petites. Puis ils aiment bien ça aussi. Tu sais, ultimement, c'est une question de joueurs. Donc, moi, je ne m'en fais pas avec d'où je viens ou comme je viens du Québec ou je viens du Canada. Je veux dire, à la limite, les scouts trouvent ça cool. Mais c'est d'agir avec le plus grand professionnalisme. Puis quand arrive le temps de négocier un contrat, ben, tu dois te préparer puis monter ton dossier puis être sûr que tu es préparé à le faire. OK. Intéressant. J'imagine que tu sauras me dire, en fait, toi qui négocies le contrat comme on veut comme aller inside de négociation de contrat à Laurent Duvernay-Tardif qui a signé, je ne me trompe pas, c'était pas loin de 43 millions pour 5 ans, c'était ça? C'était 5 ans, 43 millions à peu près? Oui, une extension. Okay. À peu près. Okay. Il y a le début d'une négociation qui se fait probablement par téléphone, puis il y a un moment où on tombe à des chiffres près, vous vous rencontrez. Comment ça se passe, le insight de ça, sans me donner de détails sur les chiffres qui sont discutés, là, mais juste comprendre un peu plus comment ça se passe. Mais tu sais, moi puis mon collègue aux États-Unis, sur le dossier de Laurent, c'était un beau dossier, ça. Puis c'était un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre, hein, surtout au Québec. Mais il ne faut pas laisser les chiffres intimider le processus. Puis ce que je veux dire, c'est que à partir du moment, comment ça a commencé, c'est que à peu près au fin janvier, on a eu la confirmation de l'équipe qui était intéressée à prolonger le contrat de Laurent, malgré qu'il reste un an de contrat. Donc, après ça, pour les prochaines semaines, on a monté le dossier à faire la recherche sur les comparables des joueurs à sa position. Puis Laurent, encore aujourd'hui, là, cette année, il ne joue pas, mais même l'année passée, Laurent joue à un très haut niveau dans le monde du football de la NFL. À la position de garde, il joue très bien. Puis à l'année, après sa troisième année était une de ses meilleures années. Il avait connu une saison extraordinaire. Il avait laissé presque aucun sac, aucune pression, dominant dans le jeu de course, vraiment là, fiable. Puis c'est un joueur qui a bien progressé. Fait que pour nous, on l'avait toujours vu comme étant un des top 5 à sa position. Puis fait que quand tu arrives et tu dis, bon, mais si tu es top 5 à ta position, on va proposer des contrats comme étant top 5 à ta position. Puis c'est là qu'on l'a situé au niveau des chiffres. Fait que, comment ça se produit? Ça dépend. Chaque négo est différent. Dans le cas de Laurent, c'était vraiment une question de beaucoup de préparation, de monter le dossier, soumettre la proposition par courriel, des appels avec l'équipe et nous, avec mon collègue aux États-Unis, puis de voir c'est quoi le processus. Mais pas tant d'appels. Il n'y a pas eu tant de back and forth. C'était beaucoup... Les gens, ils pensent que les négos, c'est dans un boardroom puis que c'est comme beaucoup de... C'est genre très Hollywood. Mais beaucoup, c'est fait avec des fichiers Excel puis des courriels, tu sais, dans le sens, tu montes ton dossier, tu es capable de bien expliquer où est-ce que tu es rendu. Puis je pense que le chiffre a surpris beaucoup de gens. Mais comme je dis souvent, c'est pas moi qui décide c'est quoi le marché. C'est pas moi qui décide qu'un garde de la NFL dans le top 5 est payé
en moyenne 8 millions par année ou 7 millions par année. C'est pas moi qui détermine ça, ultimement. Ça, c'est les équipes, c'est la ligue, c'est le marché qui détermine ça. Toi, tu es là pour maximiser le contrat de ton client. Moi, je prends l'information qui est à ma disposition puis je me dis comment est-ce que je peux aller chercher la valeur juste pour le joueur en question. OK. Puis autant ça que dans des petites négos, tu regardes un dossier comme Anthony Auclair, où est-ce que c'est des montants plus petits, mais Anthony n'a été pas repêché, il a signé comme agent libre, fait que c'est un contrat de 3 ans. Il arrive à sa 4e année comme agent libre avec restriction. Là, au hockey, on dit souvent RFA. Là, hein, puis on est allé chercher un contrat d'1 an, mais qui l'a fait en sorte qu'il était plus payé que les joueurs. Il était autant payé qu'il avait été repêché en 3e ou 4e ronde sur l'année de repêchage, sur la même période de temps. Mais tu transformes un contrat de undrafted free agent à un contrat de 3e ronde. C'est pas mauvais. Tu es capable de. C'est une question de chiffre, c'est une question de marché. Puis quand tu établis ton marché, c'est là que tu es capable de travailler. Fait que le dossier de Laurent, je veux dire, on l'a fait, on a dû renégocier son contrat au mois d'avril aussi. Ça aussi, c'est un dossier qui s'est fait moins jaser puisque les chiffres n'étaient pas aussi grands, mais le travail est le même. Puis souvent, les bons joueurs, c'est les dossiers les plus, pas faciles, mais les plus straightforward. C'est-à-dire, OK, il est bon. On est d'accord qu'il est bon? Oui, on est d'accord qu'il est bon. Parfait. OK. Tu sais, je veux dire, on est capable de se positionner face au marché de où est-ce qu'il se situe. Puis avec Laurent, c'est intéressant parce que Laurent, il reste 1 an de contrat. Fait que si on ne s'entendait pas sur le chiffre, on dit OK, mais c'est pas grave, il va finir son année puis il va devenir agent libre sans restriction. Puis vous allez devoir le payer plus, vous allez le perdre au marché. Tu sais, fait qu'on avait un leverage intéressant là, à ce niveau-là qu'on pouvait utiliser. Puis les contrats, tu sais, NHL, c'est des contrats fermés, puis même baseball. Tu sais, au football, vous avez, je ne sais pas si c'est un avantage ou un désavantage d'avoir des contrats, je veux dire, de style ouvert, là, qui peuvent être renégociés, tu peux reporter de l'argent sur d'autres années, en enlever pour aider le cap salarial des équipes. Ça amène-tu une complexité, tout ça? Aux complexités, oui. J'aime beaucoup plus le modèle hockey-baseball pour les joueurs, parce que c'est des contrats garantis. Tu sais, au foot, ce pas des contrats garantis. Exactement. Mais ce qui est le fun au point de vue d'un agent, c'est que tu peux négocier la portion garantie. Fait que ça amène une dynamique dans la négociation intéressante. Tu sais, comme monter une offre au foot, il faut que tu penses à la NFL, j'aurais dire, il faut que tu penses à beaucoup d'aspects. Les gens, il ne faut pas que tu regardes le montant total, il faut que tu regardes le pourcentage de garantie. Moi, c'est toujours comme ça que je l'ai regardé. En tant que, si tu veux bien représenter ton joueur, combien est-ce que tu es assuré d'aller chercher en signant ce contrat-là? Parce que la durée dans la NFL ne favorise que l'équipe. Parce que si tu signes long terme, puis ton contrat n'est pas garanti, l'équipe peut te couper quand elle veut, puis il n'y a pas besoin de te payer. Ouais. Mais si toi, tu joues super bien, puis tu es meilleur que la valeur de ton contrat, ils ne sont pas obligés de le renégocier, puis tu restes dans cette espèce de carcan-là. Okay. Il y a quand même des avantages. Vas-y. Je veux juste dire que c'est que l'agent de Kirk Cousins a fait tout un job à ce niveau. Extraordinaire. non, mais l'agent de Kirk Cousins, puis il faut dire une chose, c'est que ça a fonctionné parce qu'il a été aussi épargné de blessures. Parce que Kirk Cousins, on se souviendra, a été franchise, je crois, 2 fois. Oui. OK? Puis, en prenant le tag, tu prends un risque. Regardez, je pense que c'est Earl Thomas qui avait signé 1 an puis qui s'était blessé. Puis que ça a été une blessure sérieuse. Regardez Dak Prescott, meilleur exemple. Dak Prescott cette année, il joue sur le franchise. Tu sais, blessure catastrophique. Fait que Kirk Cousins a pris le risque de prendre le franchise 1 fois. Il a pris une 2e fois. Mais là, après ça, tu négocies beaucoup des contrats court terme, max garanti. Fait que ce qui arrive, c'est que quand tu signes court terme, exemple 3 ans, chaque fois que tu arrives à renégocier, pendant que toi, tu es là pendant 3 ans, le marché monte. OK, 3 ans est fini, je me repositionne. Je me repositionne. Fait que quand tu signes long terme, exemple Mahomes, c'est un super gros contrat. On parle de presque un demi-milliard, mais c'est fixé dans le temps. Quand j'ai vu le contrat, mon premier réflexe, c'était de dire bon deal pour les deux. L'équipe a quand même eu un bon deal. C'est ce qui est répertorié aussi, oui. C'est ce qui a été sorti dans les médias en disant que l'équipe a été capable de le sécuriser long terme à un fixed rate. T'sais. Donc, mais corrige-moi si je me trompe, pour Mahomes, il y a
y a un pourcentage de la masse qui est donné minimalement. Donc, si la masse salariale avait à monter drastiquement dans les années à venir, des années de son contrat, je pense que son contrat suivrait Je le pense pas, par exemple. pourcentage. OK. Je pense qu'il y avait une rumeur qui disait, quand c'est sorti les chiffres, les analystes disaient sûrement que ça va être dans le contrat, mais finalement, ça ne l'était pas, je pense. OK, c'est pour ça que j'ai pensé ça. OK. Ben oui, j'ai vu la même chose que toi. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, sûrement qu'ils vont mettre ça. Mais tu sais quoi? C'est un bon contrat pour les deux. Ça le sécurise à Kansas City. Puis, écoute, un demi-milliard, tu ne craches pas là-dessus. Là. Non. il y a tellement de choses dans les contrats de la NFL qui sont incomprises, là, puis on ne fera pas le tour parce qu'on en a pour une coupe d'heure. Là. Mais on parlait que Mahomes avait un bon contrat, mais Carson Wentz aussi. Je pense qu'il est 4e plus payé comme corps arrière. Puis l'affaire où je veux t'amener, en fait, c'est qu'il ne joue pas très bien. Il y a beaucoup de gens qui disent ils vont le couper. Hurts, ou c'est ça le backup? Hurts, je pense qu'il s'appelle? Jalen Hurts, oui. Jalen Hurts va prendre sa place. Mais hier, en écoutant le match, si vous l'aviez écouté, ils ont mentionné que si les Eagles coupaient Carson Wentz cette année, c'était 53 millions de dead money sur le cap salarial. Puis l'année prochaine, une trentaine, je pense. Quelques, Tu peux-tu nous expliquer c'est quoi le dead money sur les caps salariales? On en a pour combien de temps, là? T'as dit? 2 heures? Comme tu veux, Sacha. J'ai essayé de faire ça en 2 minutes. En fait, comment ça fonctionne quand un joueur signe un contrat avec un signing bonus? OK, prenons un exemple. On va prendre des chiffres au hasard. On va dire contrat de 4 ans, puis tu as 10 millions de bonus de signature. OK? Fait que tu prends le 10 millions, tu reçois le 10 millions, mais l'équipe, en donnant un bonus de signature, doit amortir le 10 millions sur la durée du contrat. Donc 2,5. Si le contrat dépasse 5 ans, c'est ramené sur 5 ans. Mais admettons, dans ce cas-ci, on ne va pas là, on va juste... OK? Fait que c'est 2,5 par année. OK? David, parfait. Fait que là, après ça, la première année, il joue terrible. Il joue mal. Mais là, tu dis, OK, je veux le couper l'année 2. Là, ton 7,5 qui restait, il est tout ramené l'année 2. Puis il frappe sur le cap là. Je comprends. Fait que on appelle ça, c'est accelerated. Ce que ça dit, ça, c'est que Wentz a reçu un énorme bonus de signature. Probablement. Je n'ai pas vu son contrat, mais probablement, c'est ça qui est arrivé. Puis qu'ils l'ont amorti sur le nombre de 5 ans. Mais ça n'a pas besoin d'un bonus de signature, ça peut être un roster. Comme il y a différents types de bonus qui sont associés à un bonus de signature, qui sont traités de la même façon. Il y a ça. Puis, il y a aussi, ça dépend dans le langage, quand on parle de contrat de montant garanti, il y a ce qu'on appelle le offset. Fait qu'exemple, je signe un contrat pour un joueur, puis je dis qu'il va se faire payer 5 millions par année, puis il va avoir 5 millions garantis l'année 1, puis 3 millions garantis l'année 2. L'année 1 passe, puis l'année 2, on le coupe avant le début de la saison. Si j'ai une clause offset dans mon contrat, ça voudrait dire que si je signe un contrat, maintenant je suis coupé, puis une semaine après, je signe avec une autre équipe, puis l'autre équipe m'offre un contrat de 3 millions par année. Je ne touche pas à 3 millions de mon ancien club et le 3 millions du nouveau, parce que le 3, il vient de déduire. Okay. C'est le offset. Okay. Tout le montant que tu vas chercher d'une autre équipe va venir réduire le montant que je te dois de mon garantie. OK? Mais si tu négocies enlever le offset, qui est plutôt rare, mais qui n'est pas impossible, ça voudrait dire que tu peux double dip. Ben oui, 3 millions là, 3 millions là, ben oui. OK. C'est là aussi que ça peut être du dead money. OK, c'est plus complexe, mais plus intéressant encore. Fait que, pour moi, là, j'adore ça, savoir ça. Oui, il y a tellement, tu sais, il y a eu aussi Jimmy Garoppolo qui a signé un contrat, puis tout le monde capotait parce que c'était tellement d'argent. Mais je pense que les Niners peuvent le couper cette année, puis ça va coûter 0 sa masse salariale, puis il reste 2 années de contrat. Tu sais, il y a tellement de choses. Là, une équipe qui travaille comme ça, c'est les Bucks. Les Bucks ont une des équipes qui ont le moins de dead money dans la ligue. Parce qu'eux autres, ils appliquent sur le cap selon ce qu'ils dépensent. Fait qu'ils vont toujours structurer leur bonus pour ne pas avoir de l'amortissement. OK. Fait qu'ils vont jouer avec ça beaucoup. Personnellement, si j'étais sur le bord des équipes, je le ferais de même parce que ça te permet de jamais être en situation d'être pris avec un joueur si tu ne veux.
tu veux passer à autre chose. Ou si Un tu peu veux comme les Eagles, présentement, peut-être qu'ils voudraient passer à autre chose, mais là, ils ne peuvent pas dropper 58 Ils peuvent millions. pas. Ils Non, Je peuvent pas. comprends. impossible. Qu'est-ce qui. Je t'amène d'ailleurs, c'est vraiment intéressant là, pour vrai, mais qu'est-ce qui se passe avec une année sabbatique comme Laurent prend au niveau de son contrat? Est-ce que c'est une année qui meurt du contrat? Est-ce qu'il est payé? Comment c'est arrangé Ben, pour ça? c'est exceptionnel à cause de la COVID. Ah oui, ben oui. Dispositions particulières. En fait, le contrat est reporté d'1 an. Fait que c'est juste. Il ne perd pas un an. OK. C'est ça, exactement. Je comprends. Est-ce que, vu que tu parles de Laurent, David, est-ce que Laurent joue l'année prochaine? Ou, parce qu'être un an arrêté, ça peut être tough, là. Ou au contraire, comme joueur de ligne, ça peut le reposer puis il peut revenir en forme aussi. Là. Gronk a l'air en forme, non? Très. Oui, effectivement. Ouais. Excellente réponse, Sacha, je l'aime. Je pense qu'il ne faut pas se soucier de sa forme. Je pense que si tu demandes à n'importe quel joueur de foot s'il avait l'opportunité de prendre une année off pour le corps, puis ça peut juste faire du bien. Laurent a toujours pris la décision en fonction de revenir. Ça n'a pas changé. OK. C'est des circonstances assez exceptionnelles avec la COVID. Ça va aussi voir où est-ce que la COVID va être rendue. Si on a encore 100 000 cas par jour aux États-Unis, est-ce qu'il va y avoir une saison? Est-ce que regardez cette semaine avec les Ravens et les Steelers, je veux dire, là, c'est pas idéal là, pour personne. T'sais. Laurent, il croit dans ses convictions, puis je respecte beaucoup ça. Puis c'était une décision purement de conviction et non pas d'amour pour le foot. Parce que laisse-moi dire que c'est pas évident non plus de checker, de faire partie de l'équipe puis de pas défendre ton championnat. Tout ça, je veux dire, le thrill de vivre un Super Bowl puis de le gagner comme ça a été extraordinaire. Mais quand tu fais une année off, c'est toujours un risque. Tu perds ton poste, il faut que tu le regagnes et tout. Mais comme athlète, tu dois suivre dans quoi tu crois. Puis je pense que c'est tout à son honneur. Il y a des bonnes chances de back-to-back. Là. On s'entend qu'ils sont dans la course. Là. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'ils ont des bonnes chances. Des bonnes chances, oui. Puis, Corb, je ne sais pas si tu veux rester sur Laurent, mais moi, j'ai juste une question sur sa position à Laurent. Vas-y. OK. Position de garde. Il y a quand même une différence entre garde à droite et garde à gauche, selon le corps arrière, dans le sens que celui qui est à gauche protège le dos du corps arrière. Est-ce que c'est encore aussi important? Puis est-ce que les contrats des gardes à gauche, à droite peuvent varier? Plus les tackles que les gardes. OK. Parce que les gardes sont à l'extérieur. Les tackles sont à l'extérieur. Fait que je regardais en fait semaine les Raiders contre les Falcons. Puis à un moment donné, un jeu, David Carr ou Derek Carr, excuse-moi, entre ses frères, là, il y en a un qui était Texans, puis l'autre Derek Carr qui arrive pour lancer, puis qui voit le jeu se développer, mais son tackle a manqué son bloc, blindside, puis tu sais, fumble, sack, fumble, toute l'équipe. Là, mais ça peut mettre fin à une carrière, en fait. Là. Oui, garde, c'est plutôt rare que tu le vois pas venir parce que c'est à l'intérieur. C'est dans ton champ de vision. Fait que la différence entre garde à gauche et garde à droite, il n'y en a pas autant. Okay. Honnêtement, je vous dirais que c'est même pratiquement pas un facteur. OK. OK. C'est vraiment plus le tackle. Tackle, oui. Left tackle, c'est une des positions les plus payées de la ligue. OK. Parce que la plupart des QB sont droitiers. Ben, ton QB, c'est ta Ferrari, puis ton left tackle, ton line au complet, c'est ta police d'assurance. C'est ça, pareil. Ça sert à quoi d'avoir une Ferrari si tu n'as pas d'assurance? Ça, il faut le dire à une couple d'équipes, parce qu'il y a bien des équipes qui n'ont pas compris, on dirait qu'une O-line, c'est important. Là. J'adore l'analogie, là. C'est parfait. Puis une petite salutation à Daniel Carr, l'ancien du Canadien, qui n'a aucun rapport dans cette discussion. David, qui a été un choix de premier overall des Texans à la fin d'expansion. Ben oui. C'est son frère Derek. Fait que voilà. Sauf que ma question par rapport à ça, là, de tous les matchs qu'il y avait à 13h, tu as écouté ce match-là? Mais je te connais. Je suivais les différents matchs, puis je suis tombé sur parce que je regardais le score. Je dis comment ça qu'ils se perdent par autant? Là, j'ai vu cette séquence-là. Je dis ça explique ça. C'est peut-être ça. Ouais. Moi, j'ai une question. Tu vas décider si tu y réponds ou non, mais j'aimerais savoir un agent. C'est payé en pourcentage la plupart du temps. Ça peut ressembler à quoi d'un agent à l'autre, le gap entre le plus bas pourcentage et le plus haut? Ça peut être entre 0 et 3 max. OK. 3 OK, maximum 3 maximum. OK. Donc, ça, c'est les ententes entre les joueurs et leurs agents, ultimement.
La majorité, c'est 3 %. OK. Sacha, il est 8h15, on approche du 40 minutes. Moi, j'ai encore un paquet de questions. Je ne sais pas si tu as encore du temps pour nous autres, là, mais. Oui, ça va. Ça va, OK. Moi, je vais te lancer un peu. En fait, Corb, si tu as des questions sur le métier d'agent, je t'invite à y aller. Moi, je veux comme l'amener ailleurs. Ben écoute, non, moi, c'était cette question-là côté agent. Donc, vas-y dans ton optique, puis je vais suivre, JF. OK. J'ai envie de t'amener, parce qu'on a parlé de Mathieu Betts tantôt. J'ai envie de t'amener là parce que j'ai trouvé ça quand même sympathique. Encore une fois, je te ramène à l'entrevue à Radio-Canada que tu as fait avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Arizona accepte de prendre Betts, puis tout d'un coup, pendant le party, c'est comment on le veut plus finalement. Puis toi, je crois comprendre que tu avais Chicago sur la deuxième ligne, là, puis ça a marché finalement. Mais tu peux-tu nous expliquer un peu ça? Oui. Là, j'en ris et j'ai failli en pleurer quand c'est arrivé. Mais la question que tu me poses est qu'est-ce qui est arrivé avec Arizona? Il y a juste Arizona qui peut y répondre. Okay. Écoutez, c'était une situation assez particulière où est-ce que nous, habituellement, en amont du draft, tu sais c'est quelles équipes qui s'intéressent aux joueurs. Tu cibles sur les 32, tu en as peut-être 3, 4, 5 que tu sais, OK, ça c'est sérieux, là, puis là. Puis Arizona faisait partie de notre groupe, tout comme Chicago, comme une couple d'autres. Puis arrivé en 6e ronde, là, il reste de moins en moins de choix. On commence à savoir qu'est-ce que les équipes ont besoin. Puis moi, j'étais au téléphone avec Arizona, puis il était très insistant à vouloir signer Mathieu. Puis moi, j'ai fait ma due diligence, je parlais avec les autres équipes, puis j'avais une offre de Chicago aussi, Puis ultimement, entre Chicago et Arizona, c'était très serré pour nous, mais on a choisi Arizona. Puis on dit que c'est Arizona, Mathieu sort de la chambre, annonce à sa famille. Peut-être 45 secondes après, je me fais appeler par Arizona pour me dire qu'il y avait eu des problèmes dans le passé avec des joueurs qui avaient besoin de visa de travail, puis finalement, il allait retirer l'offre. Ce qui est très rare, en fait, ça se fait pas vraiment. Mais moi, j'avais quand même été, je vous dirais, prévoyant, chanceux, un peu de mélange de tout ça. Quand Chicago m'a fait l'offre, tu sais, moi, j'ai un peu superstitieux, puis je me dis, tant que j'ai pas reçu le contrat papier, je veux pas rien enlever. J'avais jamais dit non à l'offre de Chicago. Fait que moi, j'ai juste tout de suite appelé Chicago. Vous l'avez vu dans le topo, j'imagine, tu sais, puis j'ai dit, écoute, ton offre, en fait, c'était drôle, ton offre, on y a pensé, puis on la trouve basse. Puis j'ai dit, y a-tu moyen de la bonifier? Fait que Chicago l'ont bonifié. Okay. Puis c'est là qu'on a signé avec Chicago, mais par après, j'avais raconté cette histoire-là au scout de Chicago, puis on l'avait ri, mais j'ai dit, t'as failli pas l'avoir. C'était une question supposée de question de visa de travail, mais j'ai encore mes doutes à ce jour. Je pense que, honnêtement, ils me le diront jamais, mais je pense que si tu n'es pas bien organisé dans l'équipe après le repêchage, c'est vraiment un fiasco. Ça, on peut faire un podcast pendant 3 heures sur le processus post-draft de la NFL. C'est fascinant. Parce que les gens, ils pensent que ça prend des jours. On va faire ça. Ça se fait en 7 minutes. C'est vraiment, vraiment, vraiment intense. Là. Fait que quand tu n'es pas organisé, si tu as un scout, tu as plein de scouts qui s'occupent de faire des appels. Ce qui arrive, c'est que tu as un pool max d'argent que tu peux dépenser sur des joueurs, tu as un max de contrats. Fait que moi, j'ai l'impression que ce qui est arrivé, c'est qu'ils aimaient Mathieu, puis ils voulaient Mathieu, mais ils ont peut-être eu 1 ou 2 joueurs qui ne s'attendaient pas à avoir, qui ont été signés en même temps. Puis que là, le gars des contrats a vu ça, puis il a dit « Ça marche pas, les gars, je ne peux pas signer tout ce monde-là, il faut qu'on en flush un. » Puis ils ont utilisé l'excuse du visa de travail pour flusher Mathieu. J'ai l'impression. Okay. Mais c'est une pure hypothèse, parce qu'on ne le saura jamais. Ouais. Pour ce qui est du podcast de 3 heures à parler du draft, je pense que juste moi et PGF, on vient de réaliser qu'on va booker ça là, après celui-là. Mais Mathieu, si je reviens à Mathieu Betts, il avait choisi Arizona, s'en va à Chicago. Et éventuellement, je ne sais pas, tu sauras me dire, est-ce qu'il y a des bonnes chances de percer le line-up et de jouer comme régulier dans la NFL? Le Mathieu a été coupé de Chicago. Puis après ça, là, il est rendu en CFL.
Je pense que Mathieu est un extraordinaire joueur de foot. Il est arrivé dans la CFL, premier match, 1 ou 2 sacs. Ouais. Mais il y a des joueurs qui fit très bien certains styles. Puis je pense que Mathieu peut être un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue canadienne. Je ne dis pas ça avec aucune exagération. Je pense qu'il peut être dominant dans la Ligue canadienne. Okay. Son style de jeu se traduit très, très bien dans la Ligue canadienne. Puis il y a des joueurs, comme moi, je pense qu'il a sa place dans la NFL avec la bonne opportunité, le bon système. Mais il ne faut pas dénigrer l'opportunité avec la CFL aussi parce qu'il y a vraiment une bonne façon d'avoir une belle carrière là aussi. OK. Puis là, c'est ça, il n'a pas joué cette année, mais j'imagine qu'il se tient en forme et qu'il a hâte à la prochaine saison. Mais comme David a dit, est-ce que il y a un contrat de combien d'années présentement, Mathieu? Est-ce qu'il va y avoir une opportunité dans la NFL selon toi? Est-ce possible ou il a mis une croix sur la NFL? On ne met jamais une croix. Je pense qu'il lui reste un an de contrat. Cette année, la saison est annulée. On verra en temps et lieu. On verra. On regardera l'opportunité rendue là. J'aime pas ça penser trop d'avance. Après, si le tape est bon et si ça fit, on va regarder. Sinon, il y a des belles opportunités ici. Les joueurs canadiens ont la chance d'avoir le passeport canadien qui leur ouvre des opportunités dans le CFL, puis il ne faut pas le prendre à la légère. C'est des belles opportunités. Effectivement. C'est vrai. Comment est-ce que tu choisis tes clients pour la NFL ou CFL? As-tu des critères ou c'est les joueurs qui viennent à toi et tu choisis ou c'est toi qui vas vers eux? Comment ça se passe? C'est souvent moi qui va vers eux. Je pense que oui, le talent, oui, je me fais des références de recruteurs, de coachs, comme c'est qui les joueurs surveillés. Mais il y a aussi beaucoup une portion de ça clique-tu. Est-ce qu'on peut bien s'entendre? Est-ce que ça va être un processus agréable? Avec Mathieu, c'était tellement le fun. C'est tellement le fun comme gars, c'est tellement une bonne personne. C'est agréable de le côtoyer. Puis, quand j'étais chez eux, puis tout ça est arrivé, je voulais juste que ça fonctionne pour lui. Ouais. Puis avec de quoi l'année passée, vivre le processus, c'était trippant. Fait quand tu as des expériences comme ça avec Anthony, puis même avec les joueurs CFL, de faire partie de tu fais partie d'une expérience unique d'une vie avec eux, puis tu les côtoies là-dedans. Moi, il faut que ça soit le fun, il faut que ça soit agréable. Puis, comme je dis tout le temps, si tu fais agent juste pour faire de l'argent, ben, tu es vraiment dans le mauvais métier. Comme vraiment, vraiment, vraiment. Là. Mais pour moi, c'est une passion, puis ça me permet de vivre de ma passion, puis de profiter de ça pendant les années que ça dure, puis d'en profiter le maximum possible. Fait que c'est vraiment sur la base de références, des bons commentaires, puis d'essayer de bâtir quelque chose avec eux. Moi, j'ai deux petites questions. T'avais-tu un mentor quand t'es rentré, que t'as regardé et t'as dit « je m'inspire un peu, il m'amène des bons conseils ». Est-ce quelqu'un qui t'a aidé dans ton cheminement depuis 2013 et aujourd'hui? Ouf, bonne question. J'ai jamais vraiment eu de mentor dans le monde des agents, je vous dirais. J'ai beaucoup appris comme j'allais. Je pense que j'avais des gens que j'ai suivis quand j'étais jeune, des Pat Brisson, comme de nom. Ouais. J'ai toujours wow, c'est cool, puis c'est le fun. Don Meehan. Ouais, de voir comme des gens comme ça réussir. Je pense que Pat Brisson étant un gars d'ici, puis qui a réussi, puis qui a commencé un peu une histoire similaire avec Luc Robitaille, son bon chum, puis de voir ça. Je pense qu'aux États-Unis, il y a des agents d'expérience comme mon collègue aux États-Unis, avec le dossier de Laurent, qui avaient 10-15 ans d'expérience, que je me suis jamais gêné à appeler pour poser certaines questions. Mais j'ai toujours voulu un peu faire les choses à ma façon. Comme je disais tantôt, il faut que j'ai du plaisir. Puis, j'ai déjà regardé des modèles d'affaires. Je me suis fait approcher pour diriger des grosses agences. Ben, pas diriger des grosses agences, mais faire partie des grosses agences ou de mener une division de foot d'une plus grosse agence ou de déménager aux États-Unis puis de partir. Puis ça m'a pas intéressé. Le thrill, honnêtement, que je vis à aider des joueurs d'ici à avoir une shot puis de pousser pour eux, puis c'est tough, les gars. Je veux dire, comme avoir un joueur de l'Université de Montréal ou McGill ou Laval, puis dire, regarde, hey, Chargers, hey, Packers, hey, Bills, checker ce joueur-là. Je veux dire, il faut que tu pousses. Puis quand tu as des joueurs, des scouts qui viennent voir des matchs, quand tu as dans les journaux que tel scout est venu, puis cette fierté-là, je veux dire, je pourrais arrêter le métier demain matin puis être très fier. Ça serait ma plus grande fierté, c'est d'avoir aidé le foot d'ici de cette façon-là. Moi, j'ai une dernière, là, je vais laisser JF y aller après, mais le contrat que
que tu as eu le plus de satisfaction? Tu dis que celui de Laurent, tu as le fun à travailler, mais que tu as eu autant de fun avec celui d'Anthony. Puis, il y en a-tu un que tu dis, je ne m'attendais pas à dénicher un contrat comme ça pour ce joueur-là, puis qui t'a rendu fier? Oh mon Dieu, il y en a plusieurs. C'est une très bonne question. Je pense que moi, je pourrais répondre à ça. C'est une très bonne question. Ils ont toutes leurs particularités. Je vous dirais que le contrat de Laurent, je suis très comme. C'était vraiment une belle réussite d'avoir réussi à aller chercher un beau contrat solide, long terme. Ça, je trouve ça vraiment, je serais toujours fier. Je pense qu'honnêtement, Anthony, comme joueur non repêché, quand il a signé son premier contrat, il a été chercher le plus gros contrat de l'histoire des Bucks comme joueur non repêché. Okay. On a été capable d'aller chercher le deuxième plus haut total d'argent des joueurs non repêchés de cette année-là, derrière un joueur des Bats. On a navigué dans plusieurs offres. T'sais, on avait comme 15 offres, 15 équipes, puis on avait 30 secondes pour choisir. Il fallait les leverager, il fallait les monter. Puis on a réussi à naviguer là-dedans. Je pense que ça, je suis très fier. Dans la Ligue canadienne, le contrat de Mathieu Betts, je veux dire que je suis très content. Okay. Il y en a beaucoup. Je veux dire, ils ont toutes leurs particularités, puis ils ont toutes leurs... le contrat de Jason Lozo-Seguin avec Ottawa, j'étais très fier. Comme, c'est des contrats, ce qu'il y a à faire, c'est moins de budget, mais c'est quand même par rapport au comparable, comment tu te situes, comment tu es capable de... Fait qu'il y a beaucoup de dossiers. Il y a tellement de... Ça serait un autre podcast aussi. Là, on pourrait en parler longtemps. Ça, c'est ce que tu disais tantôt, c'est la passion. Ils te rendent tout heureux, puis t'aimes encore ça, faire ça, peu importe le contrat. Il y en a que je suis déçu. Il y en a que tu finis par... Puis que tu dis, j'aurais voulu avoir plus. Puis tu dis, pas que tu n'as pas fait un bon travail, juste peut-être tu as surestimé le marché, peut-être que tu as pensé que ça allait mieux aller, ça allait plus smooth. Mais ça fait partie du métier. Ça fait partie c'est facile. Il n'y a personne qui frappe pour 1000. Ouais, quand je regarde maintenant des contrats sur Twitter, là, tel joueur signé, puis je vois les critiques, j'attendais avant de critiquer. Là. Vous n'avez pas tout le contexte. Là. Vous ne savez pas ce qui se passe. Il y a tellement de contexte à prendre en considération. Parlant de fierté, là, je veux que tu me racontes les 2 semaines précédant la journée du Super Bowl puis la journée du Super Bowl, parce que c'est quand même 2 grosses semaines pour toi et Laurent. Là. Ouais. Non, c'était fou raide. Je te dirais là, que... tu sais, il y a des fois des événements où tu te dis « Ah, ça a l'air cool, mais c'était peut-être pas si cool que ça. » Mais ça, c'en est pas un. T'sais. Ça, c'était vraiment... Tu voulais être là. C'était aussi cool que ça en avait l'air. Honnêtement, moi, je vous dirais là, que c'était 2 semaines de beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour moi. Les médias, les demandes, toute la gestion autour des billets, autour de la famille, autour de tout ce que ça impliquait, de l'espèce de show qui est le Super Bowl. Puis, je me rappelle, j'avais été au AFC Championship, ils ont gagné. Le lendemain, j'étais à Montréal. Puis là, on était direct dedans. Puis, je m'étais dit en descendant à Miami, j'étais avec ma blonde, puis mes chums, puis on était vraiment une belle gang. Puis, je me demandais comment ça représente quoi pour moi, mettons, s'il gagnait ce match-là. Puis, avoir Laurent, puis aussi Hunter qui faisait partie de l'équipe aussi, d'avoir 2 clients là, mais surtout avec Laurent, dans le sens, ça faisait longtemps, Laurent, je dis, on a commencé du début, là, je dis, lui, il ne savait même pas c'était quoi la NFL, il ne peut même pas te nommer 5 joueurs, là, puis là, il t'es rendu qu'il joue, puis il est partant dans le match le plus gros de sa carrière. Mais quand tu es sur place, puis tu vois le show du Super Bowl, puis quand tu vois qu'ils ont fait la remontée, puis ont gagné, pour moi, c'était genre un accomplissement d'une vie, tu te dis, wow, OK, c'est comme, tu as aidé ton chum à se rendre, il s'est rendu, il a fait toute une job de percer, puis de rester, puis d'être bon, puis tout ça. Puis tout ça dans l'objectif de gagner un Super Bowl, puis c'est fait, tu sais. Fait que c'était comme un peu surréel, tu sais, tu te penses, c'était comme... Je me rappelle, après le match, j'ai reconduit ma blonde et mes chums à un resto pour le party d'après, puis je suis allé chercher Laurent à son hôtel, puis j'attendais dans le stationnement de l'hôtel, puis j'étais juste là, puis j'écoutais. Je réfléchissais, puis je pensais, puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici? C'est comme, qu'est-ce que je fais ici en ce moment? Comme, qu'est-ce qui se passe? Mais tu le vis à fond, puis tu essaies d'en faire le mieux possible.
Wow. Ah, ça doit être, tu sais, c'est le genre de moment que moi et David, on peut s'imaginer de vivre. Ça doit être malade, mais c'est ça. Ça Tu doit ne être sais pas complètement comment fou. c'est malade si tu ne le vis pas, hein? Exact. Puis, Ben, tu sais, il y avait tout le gros hype là, avec Laurent qui est médecin. Fait que, tu sais, j'imagine, ben pas j'imagine, mais c'est sûr qu'il y avait des demandes d'entrevue, docteur Duvernay, puis tout ça, là, tu sais, fait que c'est complètement fou pour toi, pour la gestion de tout ça aussi, en ouais. plus. Fait qu'il faut que tu aies le côté professionnel, mais ton côté petit gars fan, il est aussi présent. Fait que ça doit être. Ouais, puis tu dois t'assurer que le joueur reste focus, puis qu'il il est capable de rester concentré sur sa game, puis ce qui s'en vient. Je veux dire, Ah ouais. les gens, ils me font rire, ils regardaient le match, puis Laurent, tu sais, il a laissé passer deux fois. Tu sais, il s'était blessé au mollet, puis là, c'est vite sa critique, hein, des fois sur Ah, Twitter. oui. C'est pareil. Puis là, les gens, ils sont comme, il a laissé passer ou whatever, whatever. Puis là, moi, je riais parce que j'ai dit, premièrement, la D-line des 49ers est une des meilleures de l'histoire de la Ligue, parce qu'elle était phénoménale. Ouais. Ben oui. Le 2, il joue sur. Parce que tu le voyais, tu sais, sa jambe qui n'était pas à 100%. Puis je parlais avec sa blonde, il dit, d'après moi, là, il s'est fait mal. Puis, tu sais, mais d'être capable de juste, en anglais, on dit cancel out the noise, là, laisse faire ça, là, de rester concentré, je pense que c'est très important. Moi, j'ai juste une dernière, je m'en voudrais de ne pas te la poser, c'est une question bien simple. Il y a une grosse vague présentement des femmes dans le sport. On voit beaucoup les équipes, les organisations des sports professionnels qui amènent des femmes. Nous, ça fait 2 semaines, on a eu Catherine Reich en entrevue. Nice. C'est sûr que tu es d'accord avec les femmes dans le sport, mais comment est-ce que tu vis ça, toi? Est-ce qu'il y a des femmes qui sont agentes dans la NFL? Oui. Est-ce que tu connais Catherine? Est-ce que tu connais un peu les femmes dans le milieu? Comment ça se passe? Catherine est cool, je m'entends super bien avec. Catherine et moi, on a un peu grandi dans le métier du foot ensemble. Je me rappelle, elle a commencé avec les Alouettes probablement en 2015, 2016. Il me semble que c'est ça, ouais. 2015, je pense, ouais. C'est ça. Puis, on négociait des contrats ensemble à l'époque. Dans les moments moins le fun avec les Alouettes, on se parlait, puis on jasait un peu de future, puis qu'est-ce qui allait se faire. Puis, elle était rendue aux Argos. Puis après ça, là, elle est avec les Eagles. J'ai parlé d'ailleurs la semaine passée, puis elle va bien. Puis moi, je l'aime beaucoup. Puis, it's about time que les équipes commencent à comprendre que il faut que tu trouves les gens les plus qualifiés, que ce soit gars, filles, blanc, noir, whatever, là. Genre, 100% d'accord. Tu trouves les bonnes personnes, les bonnes. Tu sais, quand on parlait de milieu fermé, là, c'est parce que la NFL, c'est pas que c'est fermé d'esprit. On peut débattre ça, mais c'est plus que c'est fermé dans le sens, c'est beaucoup les contacts, les amis les chums, tu sais, puis c'est souvent le même monde qui se recycle parce qu'ils amènent leur propre monde. C'est pas nécessairement la compétence, c'est les connaissances. C'est ça, c'est les contacts. Puis il y a des femmes agentes, puis il y en a des très bonnes. Puis autant au hockey, Émilie Castonguay pour Alex Lafrenière. Dans la NFL, tu as des agentes, tu as plusieurs agentes qui sont très bonnes, qui font un super travail. Tu as, exemple, Catherine dans le monde de management. Puis moi, je pense que c'est juste une question de temps avant qu'il y en ait beaucoup plus. Puis il est à temps qu'il y en ait beaucoup plus. Puis écoute, l'affaire la plus cute, il y a une fille de peut-être 15-16 ans qui m'écrit un courriel pour sa journée carrière, puis elle veut m'interviewer, tu sais, puis pour son cours. Fait qu'on fait l'entrevue, puis à la fin, elle me regarde, elle dit « Mais est-ce que tu penses que je vais être capable, même si je suis une fille? » Ah ouais. Tu sais? Là, j'ai dit « C'est sûr que tu vas être capable. Laisse faire. » Mais ça, il faut que ça change, tu comprends? Ouais. Ben oui. Avec des exemples, juste le sentiment d'infériorité qui est là à cause du passé, tu sais, exactement. Je suis d'accord avec toi. Puis tu l'as résumé. Ben oui, c'est ça. La compétence. Il va y avoir de plus en plus de femmes directrices générales, il va y avoir de plus en plus de femmes coachs, il va y avoir de plus en plus de femmes agentes. Puis ça va être les gens les plus compétents qui vont avoir le succès puis qui vont être le plus dédiés. Fait que moi, je pense que c'est super. Good. Yes. Sacha, on a dépassé un peu, mais je te remercie vraiment pour ton temps. C'est super cool. Puis pour vrai, un moment donné, on fera un 3 heures là, sur d'autres choses. Je dois t'avouer là, que c'est dans les podcasts préférés que j'ai fait. Là, tu as piqué ma curiosité, puis t'es facile, simple, t'es dédié, tu parles. C'était vraiment fin. Puis merci, Sacha. Ah, ben c'est gentil, les gars. Merci. J'ai du fun. Quand c'est le fun, puis que l'ambiance est cool, je me sens très à l'aise de jaser puis de parler de différents sujets. Fait que merci d'avoir accueilli. Puis, on se reprendra une autre fois pour d'autres sujets. Excellent. Merci beaucoup. Salut. Soirée. Bye-bye. Salut. Aïe, 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 hein, mon corps. C'est le genre d'entrevue qu'on apprécie.
Écoute, je ne savais pas à quoi m'attendre, puis j'ai été plus qu'agréablement surpris. Là, Sacha qui avait mis un gros props, un gros man crush. Hein, pour vrai, là, c'est le gars, tu vois, qui est passionné, qui a le cœur sur la main, il connaît ça. Wide open, on lui posait les questions qu'on voulait sans réfléchir, puis avec le sourire d'en face, il a répondu à chacune de ça. Puis on aurait pu continuer un méchant bout. Non, c'était parfait. Oui, puis je pense qu'il avait l'air assez ouvert au fait qu'on se reprenne éventuellement. Fait que peut-être dans un show spécial Super Bowl, peut-être éventuellement. Ce n'est que partie remise. Partie remise. Corb, aujourd'hui, c'est la deuxième apparition de celle qui partage ton lit. Ben oui, ma vie aussi. Bah ouais, je commençais avec ton lit. Là, tu sais, ça commence là. On partage beaucoup de choses. Mais oui, on va passer directement à ma conjointe Audrey pour sa deuxième chronique qui va nous parler encore une fois de on ne sait pas quoi. Ah, tu le sais pas, ok, j'allais dire. J'ai des idées parce qu'elle m'a lancé ses idées, mais elle ne veut pas plus que ça m'en parler. Donc, voyons voir. Allons-y. On va aller rejoindre Audrey. Salut Audrey! Comment ça va? Salut, ça va bien, vous autres? Très bien. Qu'est-ce de. OK, ouais. OK, let's start this all over again. OK! Non, mais c'est correct. La gang. Non, mais c'est parce que David, la dernière fois, c'est lui qui t'a introduit et qui parlait de ça. Fait que j'avais comme ça en tête. Mais c'est pas grave. Mais là, on l'a dit que c'était ma blonde qui s'en venait. T'as raison. Deuxième fois, là. T'as raison. Audrey, ta deuxième chronique aujourd'hui. Tout à fait. De quoi tu nous parles? Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler des poursuites dans le monde du sport. Okay. Puis, poursuites judiciaires? Oui, poursuites judiciaires. Okay. Un petit côté un peu dramatique, puis un côté peut-être un petit peu plus loufoque. D'accord, on aime ça. On te laisse aller. C'est ça. Oui, tout à fait. En fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses sur les poursuites dans le monde du sport. Puis, justement, en fait, l'idée là, derrière tout ça, c'est que dans les dernières semaines, on a écouté, toi et moi, David, le documentaire sur la gymnastique américaine. Athlète A. Oui, tout à fait. Fait que pour faire un résumé de ça assez rapidement, en fait, c'est assez troublant. Là. C'est tout le scandale là, qui entoure... en fait, c'est Larry Nassar, c'est ça? Oui, exactement. C'est la gymnastique américaine, en fait. Oui, exactement. En fait, lui, c'était un thérapeute de l'équipe de gymnastique qui, en fait, s'est retrouvé avec des accusations d'attouchement sexuel, là, de crimes sexuels. Donc là, autour de ça... Sur des centaines de gymnastes, c'est ça? Ben oui, sinon plus, là, de ce qu'on sait, en tout cas, pour l'instant. Puis, c'est ça, ça a été quand même un gros scandale là, de savoir que une équipe olympique, quand même, c'est pas rien. Là, fait que il y a beaucoup de gens qui se sont mis à se poser des questions par rapport à ça. Puis, c'est ça. En fait, là, après ça, je me suis mis à regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y avait sur le web par rapport à ça. Puis, beaucoup de choses. Fait qu'on a écouté ce documentaire-là sur Netflix. Puis Netflix en a plusieurs documentaires comme ça. Je pense que toi, David, t'en as regardé un par rapport à Aaron Hernandez. Oui, Aaron Inside the Head. Je pense que pour ceux qui ne l'ont pas vu, je le conseille à tout le monde. Là, c'est vraiment troublant. Athlète A aussi, là, tu peux confirmer, Jérémy, on a capoté, là, c'est traumatisant. Puis il y en a plusieurs autres aussi quand on fouille. Là. Oui, puis en fait, c'est ça qu'on se disait, c'est que la façon que c'est monté sur Netflix, c'est vraiment bien. C'est comme ouvert à un large éventail de public. Là. Beaucoup de gens peuvent écouter ça puis suivre. Puis c'est honnêtement super bien monté. Puis c'est ça, en fait, ça a piqué ma curiosité pour le reste. Puis, en fait, aussi, il y a comme un média là, qui nous passe assez souvent l'histoire de Lance Armstrong, pour ne pas nommer le réseau de télé qui nous passe ce film-là à peu près toutes les semaines. Mais donc, ça aussi, en fait, ça a été un gros scandale dans le monde du sport. Et oui. Puis, tu sais, on ne repassera pas l'histoire parce qu'on en a déjà assez entendu, mais surtout, tu sais, au niveau judiciaire, il y a eu des poursuites légales. Il y a eu des poursuites avec des montants vraiment importants d'argent par rapport à ça. Puis on ne parle pas juste du fait qu'il s'est vu enlever là, ses mérites de Tour de France et tout ça. Mais entre autres, on parle, le gouvernement l'avait poursuivi pour 100 millions de dollars. Fait que c'est quand même beaucoup d'argent. Puis en fait, lui, finalement, il ne s'est pas lancé dans le gros procès, mais il a décidé d'accepter pour un 5 millions. Fait que on s'entend qu'entre 100 et 5... une bonne marge de manœuvre. C'est 20 fois moins. Il a minimisé les coûts, disons-le comme ça.
Ben, c'est ça. Puis, tu sais, à un moment donné, il commençait à avoir payé un peu cher de sa poche, le petit Lance. Fait que 5 millions, ben, j'imagine que ça a dû faire son affaire pareil. Il a sûrement fait ce montant-là en vendant des bracelets jaunes. Là, anyway, hein. Ben oui, puis c'est Ouais. quand même triste là, quand tu regardes ça, la campagne derrière tout ça. C'était tu sais, à cause Ouais. de son cancer, mais en tout cas, hein, on se penchera pas sur la tristesse de son époque. De son Ça compte de semblait banque. noble comme geste, mais au fond de tout ça. Oui, ben c'est ça. Fait qu'en tout cas, je ne repasserai pas l'histoire de Lance Armstrong, vous la connaissez déjà. Ouais. Sinon, je vous invite fortement à regarder TVA le samedi. TVA Sport, évidemment. Oui. Donc, sinon, pour la suite, ben, c'est ça. J'ai regardé ça tu sais, pour y aller sur une note un petit peu moins dramatique. Je suis tombée, une des premières histoires que j'ai vues, puis je ne sais pas si vous êtes déjà au courant, c'est le partisan des Flyers de Philadelphie qui s'en est pris à Papadomi. Oui, ben oui. Oui, mais tu sais, c'est quand même, Domi. c'est ça, je sais que je ne sors pas une grosse histoire par rapport à ça, là. Ça s'est passé On quand même parle de la fois que le gars il a sauté dans la boîte de pénalité Oui, puis ils se sont oui. battus. Ben oui. Oui, mais c'est ça, en fait, ça date quand même de 2001, là, ça fait quand Il y a eu même une poursuite plusieurs à années. ça? Ben oui, vraiment. Puis en fait, OK. c'est ça qui est drôle, c'est que, là, pour ceux qui ne le savent pas, puis probablement tout le monde le sait déjà, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est ça, c'est que Toronto jouait contre Philadelphie, là, ça brassait un peu pas mal. Là, finalement, Ty Domi a eu une pénalité, je ne sais pas comment on dit ça, il a reçu, C'est parfait. il a eu, C'est ça. bref. Puis il s'est en allé sur le banc de punition. Et j'imagine qu'il s'est fait un peu écœurer par les partisans des Flyers. Puis il a garoché de l'eau dans la face du gars. Fait que là, probablement que le gars, il a comme pompé, puis il a sauté par-dessus, littéralement. Puis là, quelques échanges de coups de poing s'en sont suivis. Est-ce que tu as vu le vidéo? Ben oui, je suis allée voir ça. C'est Allée assez voir ça sur terrible. les internets. Le gars, pour ceux qui ne l'ont pas vu, saute par-dessus comme la vitre pour aller pogner Ty Domi, mais tombe face première dans le box. Ah, pour Puis vrai, le gars, Domi, puis il s'est Domi le magané. pogne. Ben oui, mais Domi, il y en a. Ah, il y en a Les comme... bons termes, c'est qu'il y en Oui. a crissé une. Ah, ouais, J'aurais dit vraiment. colisser, mais ouais. Oui, Ah, oui, je m'en allais là, moi aussi. c'était d'une violence inouïe. Ça vaut la peine d'être vu. D'après Ben, moi, t'écris oui. Ty Domi sur YouTube, c'est ça qui sort en premier. Ben, oui. Ben, mettons, j'ai écrit Ty Domi, puis j'avais le nom du gars, là, pour être plus exact. Là, il s'agit de Chris Falcone. C'est qui a poursuivi jamais... qui là-dedans? Ben, c'est ça, l'affaire la plus absurde, c'est que c'est Chris Falcone, le gars qui a sauté en arrière de la barricade, comme on dit, j'imagine. Puis c'est lui qui a poursuivi 2 ans plus tard. Il a poursuivi Ty Domi, puis je pense que les arbitres aussi. C'était quoi le motif de la poursuite? Ben, dans le fond, lui, il disait que, puis là, j'ai pris des notes pour vous dire dans ses mots exacts. Dans le fond, il disait que il s'était fait mal, entre autres. Puis qu'il avait été à l'hôpital pour des blessures mineures, mais qu'il avait quand même dû payer pour ça. Okay. Fait qu'il réclamait, entre autres, ses frais médicaux. Oui, exactement. Ses frais à l'hôpital. Fait que c'est quand même très drôle, là, du fait que... oui. Mais tu sais, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, ça, que ces gens-là font de l'argent. Fait que, tu sais, mettons, je vais me pogner avec le gars, puis après ça, je vais le poursuivre. C'est quand même pas fou quand tu penses à ça. C'est très américain aussi, là. Tu sais, le voleur qui rentre dans une maison et qui mange une volée parce qu'il rentre chez quelqu'un, il va poursuivre les résidents. Ben oui, puis pas juste ça. Tu entends souvent là, des anciens hockeyeurs québécois dire qu'ils se faisaient essayer dans les bars ou un peu partout. Tout le monde veut se pogner avec eux parce que justement, si le gars laisse aller un punch de trop, ben, ils savent qu'ils ont les moyens de payer. Tout à fait. Ce qui m'amène dans un autre ordre d'idée, vraiment pas sur la même lancée. Des fans de golf, toi et moi, David. Ben oui. Et j'en ai une bonne pour toi. Moi aussi, je suis un fan de golf. Oui, ben avoir ton éventail de polo, j'aurais pas dit ça, mais bon. Donc, Wow. oui, ben c'est ça. Moi et David étant... elle se déjeune tranquillement. Hein? Tranquillement, pas vite, comme on dit. Puis là, j'ai perdu mes notes par rapport à ça, mais je le sais. En tout cas, c'est en 2010, il y a eu un tournoi qui impliquait Tiger Woods. Et un de ses partisans s'est déplacé, puis il était déguisé en tigre sur le parcours. Puis là, il suivait Tiger Woods déguisé en tigre et tout ça.
Puis à cette époque-là, c'était Goodwin, je crois, qui... Non, Goodwin, ça, c'est le gars qui portait le costume, en tout cas, bref. Mais là, le gars qui jouait avec Tiger Woods à ce moment-là, ça l'a comme déconcentré. Puis le gars qui joue avec Tiger Woods, c'est Angel Cabrera. Ouais. En tout cas, moi, ça ne me dit rien. Mhm. Mais ça l'a dérangé. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont sorti le gars du terrain parce que ça déconcentrait l'adversaire, en tout cas, le gars qui jouait avec Tiger Woods. Angel. Et là, le gars s'est comme fâché de ça. Fait que là, il a poursuivi la PGA. Parce qu'il s'était fait sortir, puis tout, puis que là, ça brimait sa liberté d'expression, puis tout, puis tout. Puis là, bien évidemment, on se doute qu'il n'y a pas eu énormément de suite à ça. J'imagine qu'un gars qui se déguise en Tiger, et il n'y a sûrement pas les moyens de se payer un avocat qui peut jouer contre la PGA. Maintenant, c'est une question de jugement. Là. Je présume qu'ils ont donné un bypass pour ce tournoi-là jusqu'à la fin de ses jours, quelque chose comme ça. On n'en a pas entendu parler tant que ça. Fait que, je me dis que d'après moi, ça n'a pas dû être la poursuite du siècle pour la PGA. D'après moi, il y a une couple de gars ce soir-là qui se sont débouchés quelques bières et qui ont ri un bon coup. Certainement. Donc, ça, c'est mon opinion. Ensuite, une autre quand même assez hilarante. Il y a une fan des Cowboys de Dallas qui a poursuivi l'équipe parce qu'elle s'était brûlé les fesses sur le banc parce que c'était une chaude journée d'été. Puis, assise sur le banc à l'extérieur, elle s'est brûlée. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a poursuivi 24 mois plus tard. Fait que, tu sais, mettons qu'aujourd'hui, on est le 1er décembre. Si on recule, v'là 2 ans, il faudrait que tu te souviennes que tu t'es brûlé les fesses en quelque part puis que là, finalement, tu décides de poursuivre. Il faut que tu aies des preuves, j'imagine. Hein? Oui, exactement. Puis elle s'était entourée d'avocats pour sa poursuite. Et l'avocat a dit qu'elle avait subi premièrement, oui, quelque chose de physique. Là. Elle avait eu mal, qu'elle s'était vraiment blessée physiquement, mais aussi que ses blessures l'avaient amenée à se re-questionner, puis vraiment là, mental illness, là, vraiment une maladie mentale par rapport à ça, qu'elle en souffrait encore aujourd'hui, puis que ça avait un impact sur sa vie de tous les jours et tout ça et tout ça. Encore une fois, c'est une poursuite qu'on ne connaît pas tout à fait la fin, mais je doute fortement que ça ait conclu à quelque chose de très concluant dans son cas. Je sais pas, mais on dirait que j'inviterais pas nécessairement ce type de gens-là à venir souper chez moi. Tu parles de la personne ou de l'avocat, toi? Parce que moi, l'avocat qui est l'avocat. Ouais, c'est ça, parce que l'avocat, c'est ça. C'est soit qu'il n'y a pas beaucoup de job ou qu'il débute ou je ne sais pas trop. Là, je ne sais pas comment ça marche exactement. D'après moi, aux États-Unis, il y a de l'avocat à Saint-Saëns aussi. Là, il doit avoir. C'est sûrement. Ça, là, ça doit être un party de famille qui a commencé à un moment donné. Puis là, le chum de son cousin de la fesse gauche, il a dit hey, moi, je suis avocat, on va te faire une poursuite pas pire, on va se mettre riche avec ça. Probablement pas ce qui s'est passé. Probablement pas, non. Une autre qui a été quand même très médiatisée, c'est le doigt d'honneur de MIA au Super Bowl de 2012. Est-ce que vous saviez c'était qui le Super Bowl de 2012, les garçons? MIA, c'est Paper Plane? C'est une chanteuse, là. Oui, non, c'est ça. Mais est-ce que vous vous souvenez à cette époque-là, c'était qui au Super Bowl de 2012? Les équipes, tu parles? Oui, les équipes. Non. 2012, non, non, je pas... Ça devait être les Pats. Ah, je ne pourrais pas vous dire, j'essayais juste de tester vos connaissances. Visiblement, un podcast de sport, on ne sait pas tout. Mais oui. Mais on sait s'il est gaucher ou droitier, par exemple. Ah! Fait que, est-ce que tu sais si son finger, c'était de la main gauche ou de la main droite, David? Sûrement de la droite. Je me souviens même pas de cet événement-là. Moi non plus, zéro. C'était pas un show super marquant. Là. En fait, c'était Madonna. Madonna, ça fait à peu près 30 ans qu'elle est démodée. Fait qu'en 2012, ça faisait déjà un bout qu'il y a plus grand monde qui capotait. Ça faisait 22 ans. C'est ça. Puis il y avait MIA en plus avec elle. MIA pas nécessairement reconnue pour être très poétique non plus dans ses choix de chansons. Là. Fait que, oui, la demoiselle s'est fait poursuivre par nul autre que la NFL. Et ça pour un tout petit montant de 15 millions. En fait, ils l'ont poursuivi, je pense, au départ pour 1,5. Puis après ça, ils ont rehaussé la poursuite pour le temps d'antenne qu'elle avait eu. Parce que, en fait, ça leur coûte un certain montant là, de diffuser, entre autres, le show de la mi-temps.
Fait qu'elle a été poursuivie pour son apparition, en fait, le temps que ça coûtait. Oui, ça, j'allais dire, probablement pour l'argent qu'elle a eu. Puis ce qu'on sait, c'est qu'un commercial de 30 secondes coûte environ 2 millions aux compagnies. Puis une chanson, une chanson, c'est un petit peu plus long que ça. Donc, mais c'est ça. Puis là, après ça, j'ai essayé de voir, puis elle n'a pas eu d'autres grands succès. Après ça, je sais pas. Non, on n'a pas beaucoup entendu parler mais de ce qu'il faut savoir, là, qu'on a su dans les dernières années, c'est que les artistes vont au Super Bowl tout à fait gratuitement. Ils ne sont pas payés pour aller là, vu l'exposure que ça leur donne. Ouais. Donc, c'est totalement bénévole. Ça a dû faire un trou dans la poche, comme on dit. Oui, c'est ça. Ben, ça y a payé pour le faire, mais ça coûte 15 millions. Ça y a les retombées, c'est sûr. Ouais, exactement. C'est ce qui vient avec ça, parce que je pense, si je ne me trompe pas, c'est pas moins de 200 millions de personnes qui écoutent le Super Bowl worldwide. Là. Donc, s'il y en a 7,5 qui ont acheté son album, ben, elle en a vendu 15 millions. Je vais y aller avec une dernière parce qu'à un moment donné, il faut arrêter, mais il y en aura d'autres. Peut-être ferons-nous une partie 2 de cette chronique. Mais je vais terminer avec Michael Jordan, qui a été longtemps associé avec Nike. Oui, mais je pense que je sais où tu t'en vas, en fait. Ouais. Air Jordan. Ben, dans le documentaire de Jordan, je pense qu'il en parle. Ah, c'est possible. Ça aussi, David, peut-être tu pourrais me le dire. Mais oui, c'est ça. En fait, Michael Jordan, qui a été longtemps associé avec Nike, il y a eu beaucoup d'exposure par rapport à ça. C'est assez reconnu. Là. Généralement, même, on se fait apprendre à l'université que c'est comme le visage d'une marque. Là. Il donne souvent cet exemple-là. Et Michael Jordan et Nike ont reçu des poursuites d'un no-name, d'un gars qu'on ne connaît pas, parce qu'il ressemblait à Michael Jordan, puis que justement, il disait qu'il aurait droit à tous ces profits-là lui aussi, parce qu'il ressemblait. Fait que toutes les publicités devraient y revenir un petit peu aussi. Oui, c'est complètement logique. Absurde. Hein? Oui, c'est ça. Depuis ce jour-là, j'essaie de trouver mon sosie. Fait que si jamais vous voyez quelque chose sur les publicités ou quelque chose comme ça qui me ressemble, dites-moi-le. Puis les céréales, l'épicerie? Non, c'est qu'en fait, il est commandité par Nike. Puis aux Olympiques, c'était Reebok. Puis lui, il ne voulait pas représenter Reebok parce qu'il y avait le logo Reebok sur son chandail, puis il ne voulait pas apparaître avec Reebok vu qu'il est commandité par Nike. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis le drapeau américain sur son épaule pour cacher le logo de Reebok, puis ça a fait jaser beaucoup. Donc, je pensais que... Est-ce que c'était le nom de l'émission Jordan que tu demandais? Non. The Last Dance? The Last Dance, oui, exactement. C'est ça. Mais je pensais que tu allais là. Parce qu'il y a eu des poursuites, je crois, de Reebok justement envers l'équipe américaine et la NBA pour ça. Mais Jordan, lui, était comme moi, c'est Nike, là, je ne suis pas Reebok. Ils ont effleuré ça. Non, effectivement, j'en ai pas. J'ai pas vu celle-là. Mais par contre, vu qu'on y va pour une petite dernière, là, une vraie dernière. Mais dans le fond, lui, puis là, je vais juste aller. Michael Jordan poursuit une épicerie pour 10 millions de dollars. Parce que dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que dans le fond, c'est le moment où est-ce que Jordan a été admis au temple de la renommée. Puis là, l'épicerie a décidé de faire un genre de spécial sur les steaks. Puis là, je pourrais pas te dire comment ils ont appelé le steak, mais c'était genre une promotion sur des steaks vraiment pas chers avec le nom de Jordan dedans. Puis là, ils ont fait un gros profit là-dessus. Puis là, lui, c'est comme insurgé de ça. Fait qu'il a décidé de poursuivre l'épicerie pour 10 millions de dollars pour avoir utilisé son nom pour faire de la publicité sur leur produit. Wow! Fait comme quoi que quand tu as de l'argent, tu n'en as quand même jamais assez. La misère des riches. Oui, la misère des riches. Alors voilà. Bien, merci ma belle chérie, d'être venue nous parler des poursuites dans le sport. Puis on se revoit très bientôt. Yeah, merci Audrey. Hey, merci. Très cool, Corb. Très cool. Elle commence à avoir du métier, ma blonde. Mais 2 chroniques de 20 minutes. Ouais, c'est. La troisième va être encore meilleure. On y va. Pour vrai, j'aime ça. Ça nous amène ailleurs. Oui, c'est ça. C'est des sujets qu'on ne frôle pas habituellement. Fait que juste changer un peu. C'était un peu l'idée de sa chronique, je pense. Exactement. Corb, aujourd'hui, cette semaine, on a un show un peu plus court que d'habitude. On est un chroniqueur en moins, puis c'est bien correct. On a quand même toffé, avec Sacha, pas loin d'une heure avec Sacha, ouais. Ouais, c'est ça, exact. Fait que c'était super cool.
je veux qu'on remercie nos deux partenaires du podcast. Encore une fois, c'est les deux mêmes. On revient aux deux mêmes, les deux fidèles. Je vais y aller avec Construction Solimax. Joe Grenier, 514-290-2326, contracteur en construction. Joe, écoute, Joe m'a texté hier, il m'a dit « Hey Jeff, je ne suis pas très bon avec les ordinateurs. Là. Peux-tu m'envoyer les liens des podcasts? » tout ça. Puis il en a écouté un hier en me textant quasiment à la minute là, ce qui se passait dans notre podcast pendant qu'il écoutait. Là. Fait que, c'est ça, il est bien sympathique, Joe. Fait que un nouvel, pas une nouvelle parce qu'il nous connaissait, mais un fidèle à l'écoute. Donc, Joe Grenier de Solimax, si vous avez des projets, n'hésitez pas. Super bon Jack. Gars de balle en plus. Gars de famille. Je pense qu'il y a 12 kids. Là, il n'arrête pas. Famille, super bon Jack. Corb, je te laisse avec nos deuxièmes. Et les boys de Norton Baller. La marque Norton Baller, un vêtement très confortable. Qualité, prix, super qualité. Mick et Olivier. Ouais. Donc, allez sur le site nortonballer.com, allez voir la collection. Vraiment smart, vraiment bon stock. Fait que, on va les avoir bientôt pour vous parler de leurs produits. Oui, effectivement. C'est dans les plans de les recevoir très bientôt. Corb, mettons là, que je veux regarder nos podcasts en vidéo. Là, je vais où? YouTube, notre page YouTube, les agents libres, là, c'est l'intégrale est sur notre page YouTube. Donc, maintenant, c'est pour la saison 2, on a segmenté aussi. Donc, il y a le podcast avec l'invité, puis ensuite, on a nos chroniques qui sont séparées une de l'autre. Fait que c'est plus facile s'il y a un sujet en particulier qui vous intéresse, vous pouvez le choisir directement. Sinon, audio, ben, c'est encore une fois Spotify, Balado. Et les Google autres, Podcast, iTunes Podcast aussi. Exactement. Puis aussi, une nouveauté cette année, ceux qui sont dans Argenteuil, TVC d'Argenteuil et non TV5, comme j'aime dire souvent. Ceux qui sont dans Argenteuil, vous pouvez les voir. Je pense que c'est le jeudi soir, vendredi soir, samedi matin, puis dimanche matin. Là, vous pouvez voir les horaires là, sur tvcdargenteuil.com. Mais eux aussi là, nous supportent là-dedans, puis c'est vraiment cool. On a eu cette semaine des bons mots là, quand même, là, que le père d'Élodie, je cherchais son nom, qui aime bien nos entrevues. Fait qu'on va continuer d'essayer de leur donner du bon stock. Donc, on les remercie aussi d'être là. Je te laisse aller un gros show à soir avec Sacha, c'était vraiment cool. Fait que, non, continuez à nous regarder, continuez à nous donner des commentaires. On veut que vous soyez là. Puis, yes. Merci, merci d'être là. Merci Corb d'avoir été là. On passe quand même une couple d'heures ensemble à enregistrer ça. Fait que merci d'être là.